Bonjour à tous. Alors, valider un format de données avant le parser pour en déduire, du coup, enfin, pour en regarder les informations, c'est crucial, hein. Pour pas, par exemple, lorsque je vais aller regarder des informations dans des données structurées, pour pas qu'il y ait des comportements inattendus qui se passent lors du programme de parsing de cette donnée-là. Donc, on a des fonctions qui servent à valider, par exemple, là, on va s'intéresser au JSON, hein, aujourd'hui pour la vidéo. Donc, il y a des algorithmes, hein, qui vont se charger de vérifier la syntaxe du JSON sur laquelle on s'apprête en fait à aller chercher des données. Et je me suis toujours posé la question, hein, depuis très longtemps, comment ça fonctionne, et donc j'en ai réimplémenté ce matin et hier soir, et on va en parler. Alors avant d'en parler, donc, je vais quand même vous mettre le contenu d'un fichier JSON. Alors déjà juste un petit peu le starter, comment ça fonctionne un fichier JSON. Ça repose sur la propriété d'un objet tout simplement fondamental. Donc c'est ce que vous trouverez en fait entre brackets, qui lui-même supporte le fait de contenir un autre objet. Donc c'est récursif, hein, objet dans objet dans objet, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est possible, et puis que ça contienne deux objets, trois, ça marche aussi. Il y a aussi évidemment la relation clé-valeur, c'est une autre composante fondamentale du JSON. Alors même en général, hein, des données structurées. En gros, par exemple, là vous avez en chaîne de caractères, donc entre guillemets, un ID, donc n'importe quoi quasiment, et donc on sort de la chaîne de caractères n'importe quel nombre d'espaces, espace blanc, deux petits points, n'importe quel nombre d'espaces, une valeur. Cette valeur-là, ça peut être quoi? Ça peut aussi être une chaîne de caractères, ou alors un nombre là, tu vois, un nombre entier, ou un nombre même décimal, hein, ça marche aussi, pas de problème là-dessus. Et puis du coup, un autre objet lui-même, parce qu'un objet, c'est une valeur en tant que telle, c'est pas une clé. Tu vois, un objet, c'est une valeur, donc un objet contient des clés et des valeurs. Et donc dans cette valeur-là, on peut aussi mettre un objet qui lui-même, pareil, contient des valeurs, des clés et des valeurs, et encore, ainsi de suite. On peut mettre des objets dans les places qui sont faites pour les valeurs. Donc valeurs, hein, entier, décimal, chaîne de caractères, objet, et il reste aussi les listes, hein, donc les listes, hein, comme dans Python, quoi. Voilà, entre brackets comme ça, tout simplement. Là, par exemple, j'ai l'ID téléphone. Hein. Pourquoi c'est un ID? Parce que c'est la première chose qu'on voit après l'issue d'une autre valeur. Tu vois, j'avais la valeur, l'objet, celui-là, et je sors de l'objet délimité par une virgule. Aussi, oui, un autre truc aussi, c'est lorsque je sors d'une valeur, il n'y a pas d'espace entre les deux, il y a toujours après, juste après, une parenthèse pour délimiter après. Après, j'ai un nombre d'espace que je veux, j'ai même ce qui est accordé des breaklines, donc des sauts de ligne en fait, tout simplement, donc anti/n, qui sont aussi accordés. Et juste après ça, juste après le nombre indéfini d'espace et de breakline, j'ai encore un ID qui est toujours défini de la même façon, chaîne de caractères, deux petits points, enfin chaîne de caractères, n'importe quel nombre d'espace, deux petits points, n'importe quel nombre d'espace et une valeur. Ok. Donc là je parlais des listes du coup. Donc pour les listes, hein, voilà, entre brackets, et c'est la même chose du coup. Dans les listes, il n'y a que des valeurs, il n'y a pas des clés de valeur, parce qu'on est déjà, une liste, c'est une valeur, c'est comme un objet, c'est une valeur en tant que telle. Fondamentalement, c'est une valeur, donc elle est associée évidemment qu'à une clé. Et dans cette liste-là, qui est elle-même une valeur, on n'a encore que des valeurs. On n'a que des valeurs parce qu'on peut avoir des entiers, des décimaux, des chaînes de caractères et des objets qui sont, je vous le rappelle, en eux-mêmes des valeurs. Mais dans les objets, on peut avoir par contre du coup des clés et des valeurs, hein. Là, j'ai l'ID, l'identifiant téléphone, donc la clé téléphone, qui est associée à la valeur, une sorte de liste, qui elle-même contient d'autres valeurs qui sont des objets, mais ces objets-là, ils contiennent des clés et des valeurs. Et comme je vous l'ai dit, en fait, hein, chaque valeur on sort de chaque valeur par directement une parenthèse, une virgule, excuse-moi, une virgule, n'importe quel nombre d'espace ou n'importe quel nombre de breakline, et encore une clé et une valeur, etc., etc. Donc tu vois, il y a des constantes. Les constantes, c'est quoi? C'est le fait d'avoir, par exemple, qu'une clé, c'est exactement structuré de la même façon, qu'après on a n'importe quel nombre d'espaces, voilà, de petits points, etc., etc. Que par exemple, et surtout la constante qui va nous être un petit peu sympathique, c'est le fait de voir directement à l'issue d'une valeur une virgule. Donc ça, c'est aussi pas mal. Alors, du coup, comme je disais ce matin, hier soir, j'ai développé un petit algorithme, hein, qui du coup, tout simplement permet
de valider la syntaxe de, normalement, n'importe quel fichier JSON. Et on va en parler tout de suite. Allez. Hop. Alors évidemment, juste il faut préciser que c'est pas toujours aussi simple que ça. C'est-à-dire que tout à l'heure j'ai peut-être un petit peu mis intuitivement l'idée que on s'apprêtait toujours à rechercher une clé, deux petits points, nanana, une valeur, etc. Après, juste après une valeur, on a une virgule et après peut-être que le cycle recommence, mais pas forcément parce que quand en fait la liste est introduite, vu qu'une liste ne possède que des valeurs à l'intérieur de celle-ci, lorsque en fait je vois un élément d'une liste qui est forcément une valeur, lorsque je sors de cet élément, je suis forcément encore dans une valeur. Enfin, lorsque je vais au prochain élément de la liste, je suis forcément encore dans une valeur. Je m'apprête à rechercher une valeur, mais évidemment, peut-être que cette valeur-là, c'est un objet. Et alors là, du coup, je rentre dans l'objet, et là, je m'apprête par contre du coup directement à rechercher une clé. Et pareil, je peux avoir des listes, donc des objets qui sont à l'intérieur de listes, qui sont à l'intérieur d'objets, etc. Donc il y a énormément d'intrications. Donc comment vraiment savoir à un moment précis, à un index précis de notre chaîne de caractères qui représente le fichier JSON, comment savoir si je m'apprête à rechercher une clé ou une valeur. Alors là, du coup, j'ai utilisé une technique, en fait, j'ai créé deux variables, enfin deux vecteurs, si tu veux, deux vecteurs qui sont associés à deux valeurs. Ok, donc il y a une valeur de profondeur de liste et une valeur de profondeur d'objet. J'incrémente j'incrémente à chaque fois, par exemple, la valeur de profondeur de liste lorsque je rentre dans une liste et la valeur de profondeur d'objet lorsque je rentre dans un objet. Et ce que je vais aussi faire, c'est décrémenter, pareil, de 1 lorsque j'en sors d'une liste et d'un objet respectivement. Et ce que je fais à chaque fois aussi, c'est quand j'incrémente et quand je décrémente, en fait, je vais stocker cette valeur-là. Soit quand je vais incrémenter, je vais la pushback, c'est-à-dire que je vais l'ajouter au vecteur associé à toutes les valeurs de profondeur en fait, d'objet pour incrémenter du coup l'objet. Et pareil pour la liste. Et inversement, tu vois, lorsque je vais décrémenter, je vais enlever la dernière valeur du coup du vecteur respectivement d'objet et de liste pour chaque valeur, qu'on va associer à chaque valeur. Comme ça me permet en fait à chaque fois de faire un truc, une comparaison en gros, qui va comparer en fait le dernier élément de chaque vecteur pour voir si, par exemple, si en fait comment dire, le dernier élément du vecteur qui contient toutes les valeurs de la profondeur de liste, si je suis strictement supérieur que en fait le dernier élément, la dernière profondeur d'objet connu, donc je sais que le prochain élément que je vais aller chercher, ça ne va pas être une clé, mais une valeur, parce que je suis dans une liste. Donc c'est comme ça qu'on sait si on est dans une liste ou dans un objet, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà. Alors attends, je vais maintenant parler du code quand même. Voilà. Okay, une autre précision à apporter, c'est quand je décrémente toujours de 1, mais quand j'incrémente que ce soit la profondeur de l'objet ou la profondeur de la liste, en fait je me base, tu vois, genre si j'ai plein, par exemple là, voilà, un exemple. Là, on ne va pas compter l'objet principal qui contient absolument tout, on va juste compter à partir du premier. Celui-là, hop là, je rentre dans un objet, je suis à 1, on va dire en termes de profondeur d'objet, et je suis à 0 en termes de profondeur de liste. Et après, tu vois, hop là, je rentre encore dans un objet, je suis à 2 du coup, après j'en sors, donc je suis encore à 1 du coup, et là je vais rentrer en fait dans une liste. Mais sauf que quand je rentre dans une liste, si là j'incrémente juste en fait ma profondeur de liste de 1, bah, je suis à 1, 1, et du coup la profondeur de liste n'est absolument pas strictement supérieure à la profondeur d'objet. Donc en fait, c'est que j'incrémente de 1 par rapport à la profondeur de l'objet. Et pareil, si c'était inversement, si en fait j'avais une liste, encore une liste, et j'en sors, et après un objet, en fait j'aurais incrémenté ma valeur de profondeur d'objet de 1 par rapport à la valeur de profondeur de liste, en fait, pour stipuler que je suis supérieur, que je viens de rentrer, en fait, si tu veux, dans un objet ou dans une liste. Et ensuite, après, la décrémentation, elle se passe de -1 en -1, comme ça, en fait, les comparaisons sont toujours exactes, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Ok, alors au niveau du code, comment ça se passe? En gros, je commence directement par valider le fait qu'une bracket soit directement associée, enfin soit toujours associée à une autre bracket. En gros, que chaque objet qu'il y a dans le contenu JSON soit valide. Ça, c'est très important parce que en fait, l'algorithme qui va suivre va se baser sur le fait que les objets sont définis de manière correcte, en tout cas que les brackets soient bien associées entre elles. Donc, c'est une fonction dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais elle est disponible sur mon GitHub. Elle se base sur la fonction, attendez, je vais
ouvrir Firefox et aller sur la fonction directement. Alors, hop. Donc c'est un algorithme que j'avais développé il y a un peu longtemps, mais qui est très utile pour plein de trucs. Hein. Vous allez voir pourquoi. Donc pour faire des calculatrices, c'est aussi pas mal. Alors, ok, alors elle s'appelle Parser. Voilà, Parser Tokenizer Full. Alors, elle se base là-dessus, excusez-moi. Et en gros, ça vous met, si tu veux, vous mettez en input une chaîne de caractères, ce que vous voulez. Vous définissez ce qui va être en fait associé comme premier caractère de la paire et comme second caractère de la paire. Et ensuite, en fait, l'algorithme va vous retourner un vecteur, deux vecteurs entiers. Le premier vecteur du vecteur entier, c'est en fait tout simplement les numéros de paire. Et le deuxième vecteur du vecteur de sortie, c'est les index de chaque paire trouvée en fait dans la chaîne de caractères. Et ce que j'ai utilisé, tu vois, parce que là j'ai utilisé pas directement cette fonction-là, mais j'ai utilisé validate pairs. En fait, validate pairs, c'est juste un wrapper sur cette fonction-là qui va permettre non pas juste de trouver en fait les comment dire, du coup les paires, etc., mais de retourner en fait une valeur booléenne pour vérifier si c'est bon, en fait, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres algos qui vérifient en fonction de l'output de Parser Tokenizer Full si l'output est bon et donc en fait si les paires sont bien associées entre elles. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut s'attaquer un peu plus au dur. Vous voyez aussi par exemple là, que j'ai défini ce dont je parlais tout à l'heure, donc la profondeur de liste, hein, la valeur de profondeur de liste et la valeur de profondeur d'objet, les vecteurs de profondeur de liste et le vecteur de profondeur d'objet, hein, tout simplement. Vous voyez aussi un vecteur qui va tout simplement contenir tous les caractères en fait, qui peuvent être des valeurs qui peuvent être des chiffres, hein, tout simplement. Donc de 0 à 9, ça on va en parler tout à l'heure. Et puis après il y a une énorme boucle en fait donc on parle, le compteur général c'est I2 et N en fait N c'est la longueur totale de la chaîne de caractères. Donc ce qui va se passer au début, qu'est-ce qui va se passer? Au début, vous voyez que j'ai une petite condition qui stipule que search for key, donc en gros c'est littéralement est-ce que je m'attends à chercher une clé? Si je m'attends à rechercher une clé, alors au début c'est mis en 1 parce que à la création d'un objet, la première élément que j'ai à l'issue d'une création d'objet, donc en JSON vous avez l'objet principal, le premier truc c'est la clé, donc évidemment search for key est égal à 1 par défaut, et vu que c'est égal à 1 par défaut, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà tout simplement attendre parce qu'une clé c'est évidemment quelque chose entre parenthèses, donc et puis j'ai n'importe combien, j'ai un numéro, peu importe d'espace avant la parenthèse qui va stipuler l'ouverture de la clé, donc je vais faire un while, tant que j'ai pas en fait l'ouverture de la parenthèse, si j'ai que des espaces, tu vois, alors, en fait tout simplement, alors attendez, où est-ce que c'est, voilà, si en fait si c'est différent d'un espace, bon alors je vais return 0, en gros qu'il y a un problème, mais sinon bon moi je vais continuer jusqu'à ce que j'obtienne une parenthèse. Lorsque j'ai une parenthèse, en fait bon je vais directement aller à la fin de la parenthèse, hein, tout simplement. Et après c'est pareil, je vais aller jusqu'à exactement revoir pour les deux petits points, pareil, hein, peu importe le nombre d'espaces blancs. Et ensuite, je sors de la condition est-ce que je cherche pour des clés, parce que de toute façon, après, je vais chercher pour une valeur. Donc, vu que je vais chercher pour une valeur, techniquement, la valeur, elle peut être de différents types. Est-ce que ça peut être un numéro, hein, genre un entier ou un décimal? Est-ce que ça peut être une valeur booléenne ou alors null, hein, la is-booléenne, ça comprend aussi la valeur null. Ou alors, est-ce que c'est juste en fait une chaîne de caractères? Après, ça peut aussi être une liste ou un objet, mais en tout cas, j'ai mis ces valeurs booléennes là, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, en fait, tant que, tout simplement, comment dire, donc après les deux petits points, tant que je ne trouve pas d'ouverture de caractère ou d'ouverture de liste, je vais aller voir ce qui se passe. Et tu vois, techniquement, si en fait j'ai pendant cet espace-là en fait une ouverture de bracket, hein, c'est-à-dire qu'un nouvel objet est créé, et donc je vais dire que new object est égal à 1.
Comme ça, en fait, si newObject est égal à 1, en fait, je vais ignorer tout ce qui va se passer après, et je vais, donc search for key est toujours égal à 1 directement, et du coup, je vais encore chercher pour une clé. Donc tu vois, ça du coup, ça comprend le fait qu'un objet puisse s'appeler lui-même. Donc ça, c'est bien, tu vois, parce qu'après, tu vois, si on n'a pas de nouveau objet créé, alors on peut aller chercher des vraies valeurs, mais sinon, en fait, hein, on va directement passer à l'itération suivante dans la boucle while. Donc ok. Maintenant, une fois que, bon, ça c'était pour les ouvertures de brackets pour les nouveaux objets, donc voilà, on s'en fiche pareil des nouveaux espaces. Par contre, du coup, évidemment, si en fait, comment dire, c'est pas un espace blanc, on va essayer de détecter si ça commence pas par un T, un F ou un N, ce qui pourrait stipuler qu'on est sur du true, du false ou du null. Si jamais on est sur du truc comme ça, bah, alors je mets un is boolean égal à 1, et évidemment, après je break directement, donc je sors de la boucle, et du coup, je suis pas dans un nouvel objet hein, directement, donc ça c'est pas mal. Je suis pas dans une ouverture de liste non plus. Je suis pas dans une ouverture de parenthèse non plus, donc je suis pas dans une chaîne de caractères en tant que valeur. Par contre, où est-ce que je suis? Je suis pas non plus dans un nombre, hein, donc je suis pas isNB, non. Par contre, donc, je suis dans is boolean. Alors on va bien finir par le trouver quand même. Où est-ce qu'il est? Il est juste encore là. Voilà, il est juste là. Et donc, évidemment, en fonction de ce que j'ai trouvé en première lettre, hein, je vais aller chercher tout simplement ce qui se passe après, tu vois. Et jusqu'à en fait, voilà, ce qui se passe après, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, parce que si je suis du F, en fait, je m'attends à trouver. Alors, c'est un truc du coup que je devrais. Non, c'est bon en fait. En gros, parce que voilà, si c'est du F, alors je m'attends encore à trouver A, L, S, E, donc plus 4 quoi. Donc. Et puis si je n'ai pas trouvé false, en fait, bon, bah, je return 0. Le même principe pour true, exactement le même principe pour null. Donc ça marche bien. En gros, voilà, si je ne trouve pas ce que j'étais censé trouver, alors ça me retourne 0 directement. Tout le fichier JSON est invalidé, c'est normal hein. De toute façon. Alors, je vais après parler de ce qui se passe après un peu plus bas dans le code, mais juste avant encore parler des valeurs booléennes ou nombres qui peuvent se cacher. Alors, attendez, où est-ce que j'étais? J'étais juste là. Alors, ok, donc ça c'était pour les valeurs booléennes ou les valeurs null. Donc voilà, par contre, si c'est pas un nombre aussi, enfin, c'est même pas un T ou un F ou un N, alors moi je ressors un 0 en tant que valeur booléenne de la fonction, parce que tout le fichier JSON sera invalidé. Enfin bref, maintenant, donc qu'est-ce qui se passe? Oui, okay. Donc si on avait par contre une ouverture de parenthèse, alors si on avait pas de parenthèse de liste en fait, donc alors qu'est-ce qui va se passer? Déjà, si j'ai une ouverture de liste, en fait, bah, je peux avoir plusieurs ouvertures de liste, hein, parce que dans une liste, on peut avoir des listes, on peut encore avoir des objets, des listes, etc. Donc comment est-ce que je vais procéder? Bah, je vais juste en fait faire un i2 plus 1, donc comme ça je vais aller voir ce qui va se faire après. Évidemment, il y a aussi le fait que en fait, entre brackets, c'est-à-dire qu'en JSON, hein, tu vois là, où est-ce qu'on a une liste? Où est-ce qu'il y a une liste là? Il n'y a pas de liste là. Si, là il y a une liste, ok. En gros, imaginons que voilà. En fait, ça c'est valide. Et ça c'est valide. Donc en fait, il y a un nombre, n'importe quoi d'espace entre l'ouverture de la bracket et la prochaine valeur. C'est exactement pareil lors de la fin en fait d'une valeur et de la fermeture de la liste. Il peut y avoir un nombre, n'importe quoi d'espace blanc ou alors de retour à la ligne. Bon, là, dans cette vidéo, je n'ai traité qu'avec les espaces blancs. Enfin bref, le principe reste le même. Il me faudra juste ajouter les conditions end, par exemple, x de i à l'indice i2 égale à retour anti/n. En fait, ce serait pareil. Mais voilà, bref, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour ça que là, j'ai fait une petite boucle. En fait, tant que, bon, bah, j'ai que des espaces blancs, alors je continue. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Et évidemment, si j'ai une ouverture de bracket, c'est exactement la même chose qu'avant, c'est-à-dire que j'ai un nouvel objet qui est créé, donc je mets le valeur booléenne boolObject, enfin newObject à 1, donc comme ça voilà, je vais directement aller en fait au début de l'itération, quoi, enfin à l'itération prochaine, sans exécuter le reste du code, en tout cas. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Enfin, techniquement j'aurais pu aussi sauter ça, parce que techniquement c'est vrai que là si j'ai un nouvel objet, tac, j'aurais pu directement sauter ça. Bon, ça aurait fait trop des if, ça aurait été un peu compliqué à faire. Donc en fait, techniquement, ce qui va se passer là, si c'est égal à ça, non, de toute façon, il ne sera pas égal à ça. Tac. Oui, parce que si j'ai un nouvel objet qui est créé, évidemment,
et que je vais chercher encore après ce qui se passe, soit c'est un espace blanc, soit, vu que c'est toujours un ID, c'est au moins l'ouverture d'une parenthèse, donc ce ne sera pas égal normalement à ça, à une ouverture de bracket. Et de toute façon, si vraiment c'est égal à une ouverture de bracket ou un truc comme ça, et bah ça va être invalidé juste après, parce que après, à la prochaine itération, parce que, ok, je vais exécuter ça même si j'ai une ouverture d'objet, après le fait que je sache directement qu'il y a une ouverture d'objet, mais ça va s'arrêter à là, et puis juste après, voilà, je vais passer tout le code à exécuter. Donc bon, en fait, ça revient un peu au même. J'aurais pu mettre un if, en effet, bref. Et par contre, du coup, si on n'avait pas d'ouverture d'objet, mais encore une liste, en fait, bah, évidemment, comme il peut y avoir des listes dans des listes dans des listes, c'est tant que, bah, évidemment, j'ai une liste d'ouvertes, alors peut-être que, tout simplement, j'en ai encore qui vont être ouvertes dans l'élément, quoi. Donc ce qui va se passer, c'est que, hop, voilà, si donc j'ai une liste d'ouverture, j'attends n'importe quel nombre d'espaces, j'ai encore une d'ouverture, et là, vous voyez, pareil, j'attends encore un nombre n'importe quoi d'espaces, etc., jusqu'à ce que soit j'ai une ouverture de bracket, soit en fait comment dire, soit rien du tout, auquel cas du coup ça pourrait me faire sortir de la boucle et regarder si la valeur par exemple est un nombre ou une valeur booléenne. D'ailleurs peut-être que j'aurais dû mettre ça, ouais, ça, parce que là j'ai regardé que si c'était un nombre et pas si c'était une valeur booléenne, donc ça je vais rajouter du code tout à l'heure. Enfin bref, et donc après du coup, c'est pareil. Après, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Si un nouvel objet qui a été créé, eh ben, je vais zapper absolument tout ce qui va se passer. Si c'est une paire de, comment dire, une valeur en tant que chaîne de caractères, bon, bah, vous avez compris comme tout à l'heure pour les valeurs. Pour les valeurs, je vais juste attendre la fin de l'autre parenthèse pour sortir de la valeur. Et ensuite, normalement, ok. Normalement, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, c'est un code qui va être commun aux trois types de valeurs. Donc, aux chaînes de caractères, aux nombres décimaux entiers, bref, et aux valeurs booléennes incluant null. Donc c'est ça en fait. En gros, si c'est pas égal à une parenthèse, parce que normalement je m'attends, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la sortie normalement d'une valeur, j'ai quasiment toujours vraiment une virgule. Et pourquoi quasiment toujours? Parce que bah, des fois je peux être à la fin d'une liste par exemple, où c'est pas du coup, ou à l'issue d'une valeur, bah, je suis pas du coup à une virgule, mais je suis à une fermeture de liste, ou alors à une fermeture d'objet si je suis à la fin d'un objet. Donc, ok, en gros. Donc maintenant, voilà, si je suis pas à... donc le cas le plus simple serait que je sois égal directement à une virgule. Comme ça, je zappe absolument tout le code et je peux passer à l'élément suivant. Ok, maintenant, par contre, si je suis pas égal à une virgule, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais aller peut-être voir si je suis pas égal par hasard à une liste, en fait, hein, tout simplement, enfin à une fermeture de liste. Hein. Donc après, du coup, il n'y a que deux éléments qui restent, soit la fermeture de liste, soit la fermeture d'objet. Sinon, c'est un caractère qui est inattendu, donc je vais return 0. Bref, partons du cas où je ne sois pas égal à une liste, par contre je sois égal à une fermeture d'objet, ok, ça peut être un cas comme un autre. Hein. Donc ce qui va se passer, c'est que, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la profondeur d'objet va être décrémentée de 1, et je vais retirer le dernier élément du vecteur de la profondeur d'objet. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que, en gros, pareil, si je suis à la fermeture d'un objet, en fait, rien me contredit sur le fait que je peux avoir plusieurs objets qui se ferment d'un coup. Tu vois. Là, c'est un bon exemple. Hein. J'ai un objet qui se ferme et j'ai encore un autre objet qui se ferme. Donc, c'est pour ça que tant qu'il n'y a pas de virgule qui les sépare, ou tant que je ne suis pas à la fin de la totale longueur de la chaîne de caractères, je peux avoir des trucs qui se ferment les uns les autres. Je peux aussi avoir par exemple des objets qui se ferment juste après, hop, j'ai une liste qui se ferme, encore après une liste et encore après un objet, ou etc. etc. Hein, c'est l'intrication. Donc il faudrait une petite boucle qui prenne en compte tous les cas de figure de l'intrication. Donc techniquement, vu que je sais que à la sortie de la valeur, en fait, je suis à une fermeture d'objet, je commence par le fait du coup donc déjà de dire s'il n'y a pas une virgule après, et tant qu'il n'y a pas de virgule, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pareil, je peux avoir un nombre d'espaces n'importe lequel, donc pareil, j'attends jusqu'au prochain élément qui n'est pas un espace, et ensuite pareil, si j'ai encore comment dire, si j'ai en fait une fermeture d'objet, bon bah pareil, hein, tac tac tac, je continue, j'avance. Et ensuite, pareil, lorsque je sors de ça, si j'ai une virgule, bon bah c'est bon. Sinon,
ah bah peut-être que du coup c'est en fait une fermeture de liste, donc, alors si on n'est pas une d'ailleurs de fermeture de liste, alors là j'ai fait un break. Attendez, si c'est une je m'emmène un peu les pinceaux, mais en gros, si après le fait que j'ai plein de fermetures, par exemple, ou qu'une d'ailleurs fermeture d'objet, j'ai une fermeture de liste, bah, c'est exactement la même chose. Peut-être que je peux avoir plusieurs fermetures de liste, etc. etc. Bon, alors par contre, du coup, le fait que il faut juste que j'ai deux cas. Donc en fait, la grande boucle qui va prendre en compte tous les cas potentiels de fermeture, que ce soit fermeture d'objet, de liste, objet, liste, ou alors objet, 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 liste, 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 ou n'importe quoi, tous ces cas-là sont compris dans l'algorithme, dans cette boucle-là, en fait, hein, dans cette boucle-là, parce que, voilà, ça c'est de la logique, quoi. C'est techniquement, alors je sais pas comment expliquer ça plus en détail que ça, mais tu vois, techniquement, à chaque fois je prends en compte déjà les espaces blancs, etc. Maintenant, là, techniquement, si j'étais déjà une fermeture d'objet, bon, bah, je vais sauter exactement cette boucle-là, tu vois. Après, je vais directement, du coup, à cette boucle-là, tu vois. Et ensuite, bon, bah, pareil, si je suis pas... Alors, bon, évidemment, si j'ai un caractère qui est inattendu, je vais return 0. Sinon, je vais recommencer. Alors, si je recommence, à chaque fois, je vais voir si je suis pas égal à une virgule. Sinon, bon, bah, ça veut dire qu'après, du coup, la liste, hein, évidemment, comme j'ai fait toutes les listes, comme j'ai vu tout ce qu'il y avait après la liste, imaginons que j'ai 3 fermetures de liste, et qu'après j'ai une fermeture d'objet, bon, évidemment, lorsque j'ai itéré sur les fermetures de liste, je suis à la dernière fermeture de liste, plus 1. Donc je suis là je suis à la fermeture de l'objet. Et inversement pour l'objet, c'est exactement pareil. Donc c'est pour ça qu'on a tous les cas potentiels dans cette boucle-là. Donc cette boucle-là, elle est fondamentale. C'est pour ça que je la reprends aussi quand, en fait, je suis pas forcément, comment dire, à une fermeture d'objet, mais à une fermeture de liste où j'ai exactement, en fait, la même boucle qui est comprise, avec une petite subtilité. Enfin, pourquoi que j'aurais pu la reprendre, en fait. C'est vrai que j'avais un peu inversé, c'est-à-dire qu'au début, tu vois, au lieu de voir si j'avais des fermetures d'objets, je voyais si j'ai des fermetures de liste et après d'objets. En fait, j'avais inversé. Avant, c'était objet, liste, et là, c'est liste, objet. Techniquement, en fait, les deux s'équivalent. Et donc, j'aurais peut-être pu simplifier le code en faisant juste une condition OR. En fait, si c'est égal à une fermeture de liste ou une fermeture d'objet, alors je vais exécuter absolument la même boucle. Ah oui, si, non, d'accord, ok. Pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que je voulais comparer quand même parce que oui, une fermeture de liste, ok, mais est-ce que la liste, elle est bien associée à une ouverture de liste? Parce que au tout début, j'ai comparé pour les objets, donc pour les brackets, mais pas pour les crochets. Donc ok, c'est pour ça que j'ai vu si c'était bien associé à ça. Donc en gros, si def list était bien supérieur strictement à 0, ce qui est pas trop bien d'ailleurs. Ça, c'est à revoir. Je pense que je vais faire ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire mettre ça juste dans une condition et aussi tout au début vérifier si chaque paire de listes sont bien associées les unes les autres. Bref, en tout cas, cet algorithme-là, cette logique-là est appelée à chaque fois à la sortie de n'importe quelle valeur. Donc là, c'était pour les valeurs en fait en chaîne de caractères, mais pour les valeurs numériques, entières et décimales, c'est la même chose. Et pour les valeurs booléennes ou null, pareil, c'est la même chose. Donc c'est un peu laborieux, etc. Mais ça permet quand même d'avoir une validation du JSON, une syntaxe, enfin une validation de la syntaxe d'un fichier JSON. Donc bon, alors j'espère que cette vidéo vous aura peut-être apporté des indices hein, sur ce que vous voulez faire un petit peu dans votre projet ou dans votre truc, quoi, pour même un autre format de données structurées ou autre, hein, ou quoi que ce soit. Et puis voilà, bon, alors je vous dis à la vidéo prochaine, et puis bonne journée en tout cas.